Bonjour à tous et à toutes. Je suis absolument ravie de vous accueillir ici pour cette deuxième édition, les 17. Donc les 17 sont nés au mois de décembre. Une idée un peu farfelue qui était de parler au grand public de toutes les préoccupations qui peuvent surgir au quotidien, que nous avons tous en lien avec les objectifs de développement durable. Et on s'est dit pourquoi pas organiser tous les 17 du mois, quel que soit le jour. Aujourd'hui c'est un dimanche, une réunion publique qui vous permettrait de rencontrer des experts, de discuter avec eux, de faire des ateliers collaboratifs, d'échanger et surtout de mettre en place des actions au quotidien, dans votre quotidien à vous, et de faire en sorte que ce soit le plus ludique, pédagogique et collaboratif possible. Donc c'est pour ça qu'on vous accueille aujourd'hui dans un lieu assez magique qui est La Royale, un bar qui nous a offert son patio ensoleillé ce matin. Et avant de donner la parole à nos experts et à Kirby qui va animer la table ronde avec les femmes qui facilitent graphiquement et Nadège qui va organiser les ateliers collaboratifs, je vais passer la parole à Mathieu qui est le président d'HBN pour qu'il vous raconte un petit peu ce qu'est HBN que vous ne connaissez peut-être pas encore. Bonne réunion à tous. Et bonjour à toutes et à tous. J'avais pas du tout prévu de vous parler aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis habillé temps, mais enchanté. Je pense connaître la plupart d'entre vous. Donc je suis Mathieu. On a créé Humans by Nature il y a 4 ans maintenant, en 2020, depuis Urugne. Donc c'est une association locale autour d'un enjeu d'accélération de la transition écologique et de la résilience locale. Notre première promesse a été de faciliter les projets environnementaux. On se rendait compte qu'il y avait des porteurs de projets, porteurs et porteuses de projets pour l'environnement, qui se sentaient parfois un petit peu seuls, pas accompagnés. Et à côté de ça, il y avait des gens qui voulaient aider concrètement l'environnement, qui faisaient partie d'entreprises qui peut-être n'allaient pas assez vite ou pas dans le bon sens sur ce sujet-là. Et donc la base de Humans by Nature, c'était de mettre en relation des gens qui voulaient aider avec des gens qui en avaient besoin. Et voilà comment en 4 ans, on a facilité 49 projets environnementaux à l'échelle locale. Et ce qu'on appelle l'échelle locale, chez nous, c'est 150 km à la ronde. Donc on est sur le Pays Basque Nord, le sud des Landes et l'ouest du Béarn. On a des projets qui vont de l'agroécologie, avec une forêt de 7 hectares et 60 000 arbres nourriciers dans le sud des Landes, jusqu'à des projets aussi techniques ou technologiques, dont un purificateur d'air intérieur, dont la solution est biosourcée et bien plus durable dans le temps que ce qui se fait habituellement. On a accompagné aussi des écoles dans la nature, des solutions de collecte pour du compostage, etc., etc. Puis le deuxième levier de ce qu'on peut faire pour accélérer la transition écologique, c'est prendre la parole auprès du public. On fait des séances comme celle-ci, les rendez-vous du 17 dont Catherine vous a parlé. L'objectif pour nous, c'est de parler des enjeux globaux, des enjeux locaux, et surtout d'éclairer les solutions locales. Parce que plus ça va, plus vous entendez parler des enjeux globaux, donc vous n'avez même plus besoin de nous pour ça. Par contre, on se rend compte que les solutions locales, elles sont largement méconnues. Il y a plein de gens sur le territoire qui font des très belles choses. Sur le compostage, et Armand en a parlé, aujourd'hui ce sera sur l'eau, et puis qui sait, peut-être par la suite sur le bâtiment durable, sur l'alimentation durable, etc. etc. Donc, de la part de l'équipe, merci que vous êtes levé un dimanche matin ensoleillé pour nous rejoindre, et place aux experts. Bonjour à tous, Pierre Guy. Juste pour recontextualiser encore un petit peu plus en introduction avant d'attaquer, j'imagine que ZoneD, tout le monde sait ce que c'est. Pas de problème. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 ODD. Le 6 qui est l'eau propre et l'assainissement. Le 9, l'industrie, l'innovation et l'infrastructure. Vous allez comprendre pourquoi grâce à nos intervenants. Et le 12 qui est la consommation et la production durable, responsable. Vous savez, comme tout le monde, même si c'est une évidence que l'eau, elle est indispensable à la vie. Sans eau, effectivement, aucun végétal ou aucun animal ne peut survivre. Est-ce que vous saviez combien transpire un chêne adulte en eau par jour en été? 500 litres. 60 litres par jour. Ouais, 500 litres par jour, un chêne adulte transpire. Le corps humain, l'embryon, 3 jours, 97% d'eau. Un fœtus de 6 mois, 94%. Un nourrisson, 75% de son poids total. Et un adulte, 60% de son poids. De temps. Voilà. Juste pour
On sait qu'on a besoin de 2 litres par jour d'eau. Juste que quand on éprouve le besoin de boire, ben, c'est qu'on a déjà perdu 2% d'eau. Que quand on commence à avoir des hallucinations, c'est qu'on a perdu 10%. Et que quand on perd 15%, on meurt. Donc vous voyez très clairement l'importance de l'eau dans notre vie. Voilà, j'arrête pour quelques chiffres, puisqu'il y en aura d'autres pour le quiz. Alors je vais peut-être laisser Nadège prendre la main pour la première partie, parce qu'on va avoir besoin de votre participation. Bonjour à tous. Normalement, vous avez eu un petit QR code. Ceux qui l'ont pas, là, c'est bien, je vais le dire. Je vais prendre vos téléphones et aller sur l'application. Puis normalement, vous avez une page qui apparaît avec, on vous demande votre nom. Ensuite, et votre. Allez. Vous avez marqué votre nom. Hop, on peut passer à la première question. C'est juste pour contextualiser, voir si vous habitez dans l'ensemble, si vous venez du Pays Basque, des Landes. Voilà. Vous pouvez répondre à la première question. Comment t'appelles-tu? Ça. Non. Alors, on a les personnes. Il y a de Priscous, de Bayonne, de Levatou, de Sibourg, de Daritz, Mouton, Bayonne, Villefranche, Andaille, Bordeaux. Ah, il y a même quelqu'un qui vient de Bordeaux, hein, bravo. Pau aussi. Merci d'avoir fait la route. Saint-Jean-de-Luz, Andaille, Anglette, La Belle, Saint-Jean-de-Luz. Bon, merci pour vos réponses. Ça va. Maintenant, il faut répondre à une deuxième question. Vous êtes venu ici ce matin, vous vous intéressez à l'eau, sa préservation et son utilisation en tant que poisson, particulier, professionnel, collectivité ou association. C'est quoi cible à peu près qui vous êtes et pourquoi vous avez fait aujourd'hui? Donc, a priori, vous êtes une grande majorité de particuliers. Je parle à 63% de particuliers. 19% de professionnels, 5% de collectivités, 3% d'associations et apparemment, il y a 7% de postes. Alors, pour vous, la préservation de la ressource en eau, vous êtes incollable sur le sujet. Vous y faites attention au quotidien, mais vous aimeriez en savoir plus. Vous êtes juste là pour passer le temps pendant que votre ami termine de faire le marché. Et c'est un sujet qui vous intéresse, même si vous ne faites pas particulièrement attention. Donc, a priori, vous êtes la majorité à faire attention au quotidien, mais vous aimeriez en savoir plus. Il y a quand même 10% de personnes qui sont incollables sur le sujet, donc on a affaire à des experts, a priori, dans la préservation de la ressource en eau. Et il y a 13% qui s'intéressent au sujet, qui ne font pas particulièrement attention. Donc le but aujourd'hui, c'est aussi de vous sensibiliser et faire en sorte que quand vous partez, vous ayez quelques clés pour justement préserver la ressource en eau. Je vais vous poser une dernière question. Donc, à votre avis, si l'on considère la quantité d'eau totale sur Terre égale à 100 verres, combien de verres représente la quantité d'eau douce dont nous disposons? 100 verres. Donc, 1 verre, 10 verres, 50 verres, 75 verres ou 120 verres. Size.
Donc je sais pas si vous avez eu la bonne réponse, mais pour info, c'est un verre. Un verre, ça représente la quantité d'eau disponible pour sur Terre. 97 verres, c'est la quantité d'eau salée. Et les 2 verres restants, c'est la quantité d'eau douce, mais qui fait partie de la banquise, donc qui n'est pas disponible pour le. Voilà, je te laisse prendre la suite. Voilà, et justement pour rebondir sur ce que disait Nadège, c'est qu'aujourd'hui, donc sur la planète, en fait, il y a seulement 2,5% d'eau qui est douce. Donc vous voyez concrètement que la ressource, elle est importante et qu'effectivement, il faut la préserver. Et du coup, je vous invite je vais vous présenter nos 3 intervenants aujourd'hui qui chacun apporte des solutions en matière de préservation d'eau. Donc déjà Tom Bott, qui est le fond. C'est bon. Juste, j'ai oublié de vous dire, là, vous pouvez poser toutes vos questions sur l'application en ligne. Si vous avez des questions, et puis on prendra le temps après pour répondre à vos questions. Voilà, merci. Donc, justement, j'allais le dire après, mais c'est très bien. Ça, au moins, c'est fait. Vous pouvez déjà préparer les questions. Donc, Tom Bott, qui est le cofondateur de H2O Care. Patrick Astruc, qui est le fondateur de Kakaramat. Vous allez comprendre la subtilité du nom. Et Yaya Agi, qui est responsable de l'équipe développement et conception de Juwin et de la COP Eau. Déjà, je vais demander donc à Tom, Patrick et Yaya de chacun prendre quelques minutes pour présenter leurs solutions, ce qui va pouvoir vous permettre d'alimenter les questions que vous voulez leur poser. Alors, l'idée étant aussi de ne pas passer trop de temps uniquement sur leurs solutions, mais qu'ils puissent éventuellement aussi répondre à un certain nombre de questions un peu plus larges autour des thématiques de l'eau que vous pouvez vous poser, parce que forcément, pour imaginer les solutions, ils ont réfléchi à la problématique en amont. Tom, je te laisse la parole pour présenter. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je m'appelle Tom, je suis consultant en transition écologique depuis 3-4 ans. Tu peux te lever si t'es plus à l'aise. Comme le deux, c'est j'aime bien. Comme tu le sens. Et en fait, j'accompagnais beaucoup dans le tourisme durable, et il y a un hôtel-restaurant à Molietz Sema au bout de la rue, pour lequel on a travaillé sur différentes problématiques, les déchets d'électricité, etc. Et est venu le sujet de l'eau. Et Nicolas le gérant m'a dit, écoute, j'en ai marre d'avoir de l'eau potable dans les toilettes. Je lui ai dit, écoute, c'est bien, moi aussi, mais on peut pas faire grand chose, parce qu'aujourd'hui en France, c'est pas autorisé, c'est pas interdit, mais c'est très compliqué. Et en fait, j'avais fait un panel de solutions qui étaient intéressantes, et je me disais, oh, pourquoi ces solutions éco-responsables, elles ne sont pas la norme? Et on était tombé sur Hydraloop, une solution néerlandaise de recyclage d'eau qui récupère les eaux de la douche et qui les renvoie dans les toilettes. Donc génial. Et Nico, je lui dis, attention, par contre, c'est pas trop légal. Ouais, c'est pas grave, on y va. Ok. Et pour les faire venir en France, personne ne le faisait, donc on crée une entreprise qui au début s'appelle Bobson parce que je mets mon père dedans. Il n'a pas trop eu le choix. On met les systèmes en place, et là vient la question de, ok, est-ce qu'il y a des filtres à changer? Quelle est la maintenance? Comment on les fait venir? L'aspect légal, on y a plus ou moins répondu. Combien d'eau ça va recycler? Combien d'électricité ça va demander? Parce que si c'est pour collecter de l'eau, mais avoir x100 en électricité, c'est pas très intéressant. Bref, on a fait les tests pendant 1 an. On a mis en place chez 3-4 autres particuliers. Sur l'hôtel de l'Océan à Moliette, c'est 20 chambres. On a économisé plus de 125 000 litres d'eau en 4 mois de saison, en récupérant uniquement l'eau de la douche, en traitant avec 2 systèmes sans filtre, sans produits chimiques. On a mis 2 litres de vinaigre blanc il y a 6 mois. On a lancé le processus de nettoyage et c'était nettoyé. Et on renvoie dans les toilettes, dans les lave-linges, dans les produits d'entretien pour mélanger avec les produits chimiques entre guillemets de nettoyage. On nettoie la terrasse, on arrose les plantes, etc. tout autour. Bref, un test qui s'est avéré hyper positif. Suite à ce test-là, on a aussi testé l'éco-conception des pièces, parce qu'il y a une lampe UV par exemple, et la lampe UV en fait on dévisse, on revisse pour la changer. On a vraiment voulu être sûr de ce qu'on mettait sur le marché français et était une bonne solution et sans effet rebond. Je vais vous l'expliquer juste après. Ce qui a amené à la création d'H2O Care, parce que il fallait structurer la chose pour développer en France. Et surtout, en fait, on s'est rendu compte que le recyclage d'eau, c'est bien,
Mais si on recycle de l'eau et qu'on continue de prendre des douches de 60 minutes, ou pire, on dit je recycle de l'eau, donc je peux rester sous ma douche, ça sert à rien. Et nous, notre but, c'était pas de dire ouais, super, ou faire du profit à fond parce qu'on a emporté une solution superbe, c'était d'économiser de l'eau au global. Et donc aujourd'hui, H2O Care, c'est certes du recyclage d'eau, mais c'est du travail avec des pommeaux de douche hydroéconomes, où on divise l'eau par deux, on passe de 12 litres à 6 litres, ou même à 4 litres et demi sur certains pommeaux. C'est des toilettes anti-fuite, parce que les fuites dans les hôtels, etc., c'est la plus grosse consommation quasiment. Et puis on choisit la consommation, donc petit pipi, je peux envoyer qu'un litre. Bref, on divise par deux. Donc en amont, en aval, je divise par deux. En plus, je recycle. Je sensibilise par des solutions un peu disruptives qui changent. Et on se dit, tiens, c'est quoi cette solution? Sauf qu'on garde le même confort. Donc les clients de l'hôtel n'ont pas l'impression, voire ont l'impression d'avoir encore plus de confort qu'avant. Mais on divise par deux la consommation d'eau. Ça, c'est H2O Care. Quoi vous dire de plus, si ce n'est que aujourd'hui, on travaille avec des promoteurs, avec le Crous. On installe les toilettes dans les CHU, parce qu'il y a énormément de fuites là-bas. On a une vision d'ensemble de l'eau et on essaye simplement d'être intelligent. Je vous donne un exemple, mais on a beaucoup d'appels de personnes individuelles dans les appartements pour une douche. Ça sert à rien de mettre un système de recyclage d'eau, c'est un peu surdimensionné. On va collecter 20 litres par jour sur une machine qui est un peu plus grande que moi, qui a une largeur de 60 cm. On est sur des frigos. Donc on essaye de faire, voilà, c'est ça, je voulais conclure par ça. On essaye d'avoir des technologies hydroéconomes sans tomber dans le technosolutionnisme de il faut mettre toujours plus en place, mais en restant dans la sobriété, dans la sensibilisation. Tout simplement. Voilà, je vous propose d'abord d'écouter chacun de nos intervenants. Si. Et puis on rebondira après sur les questions, on vous laissera la main sur les questions parce qu'on en a quelques-unes pour amorcer. Hein. Mais si naturellement des questions vous viennent, la priorité vous sera donnée. Patrick, je te laisse présenter ta solution originale. Bonjour. Bonjour. Et pourtant, moi j'ai fait l'humanitaire à Haïti, j'ai construit des latrines, des toilettes sèches. Et j'étais effaré du système tellement premier prix, bas de gamme, où on perdait la matière et on avait des trous qu'on creusait et après on refermait quand c'était plein. Et il faut que je batte plus fort. Moi personnellement ici au Pays Basque en tant que surfeur, je me suis retrouvé avec des mycoses et diarrhées parce que les stations d'épuration débordaient et c'était les excréments, donc je les ai dedans et je suis pas le seul. Donc il fallait sortir l'eau des toilettes, c'est m'est venu parce que je bossais pour Surfrider à l'époque, une ONG, et on sait qu'il fallait le faire mais on le faisait pas. Donc il fallait le faire, c'était il y a 5 ans, pour la facilité du transport, je me suis dit je vais transformer des caravanes en cacaravanes. Et des caravanes à caca, donc c'était le meilleur de les transporter facilement, de les installer et d'avoir une solution de toilettes sèches qui répond surtout au premier frein. Alors, je pense que vous avez tous peut-être au moins vu des toilettes sèches, sinon essayez. Il y a beaucoup de freins à lever, c'est l'odeur, c'est la vue, c'est la contrainte de l'eau au fond du jardin, c'est l'hygiène, il y a plein de petites choses qui font qu'on freine les gens à s'y mettre. Je me suis dit il faut démocratiser, et pour démocratiser, il faut aller dans les lieux publics, les installer, donc c'est pour ça que je suis rentré dans l'événementiel à mettre des toilettes pour les mariages, les festivals, les concerts, les lieux publics, voilà, sur les plages ou sur les départs de sortie de randonnée. C'est ce qu'il y a, voilà, quand on a besoin d'y aller, ben on va là où il y a des toilettes. J'ai eu beaucoup d'appels, où est la chasse d'eau? Donc les gens n'ont pas compris que c'est une toilette sèche. Pour moi, c'est gagné, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu l'odeur, il n'y a pas eu la vue et ils n'ont pas percuté. Il n'y a juste pas de copeaux chez moi, donc c'est vrai que c'est un peu comme l'électricité. Si on doit couper des arbres en généralisant pour économiser l'eau, c'est une hérésie, donc il faut aussi retirer les copeaux. C'est ce que j'ai fait. Alors, pour rentrer dans le détail, on verra peut-être après. Voilà, dans l'ordre, c'était ça. Après, il y a différents types de toilettes sèches. Pour moi, j'ai fait évoluer parce que c'est vrai que Napoléon ou Louis XIV avait des toilettes sèches. Hein. Sauf qu'entre-temps, on a rajouté de l'eau. Et cette eau, elle a été potabilisée pour arriver chez nous. C'est un gaspillage colossal. Donc là, je vous invente rien, les 20% du foyer, etc. Maintenant, il y a le potentiel. Et c'est pas le sujet, ce sera peut-être plus tard. Mais on perd la matière. Cette matière qu'on laisse aux toilettes, ça nous coûte de l'argent alors que ça devrait nous en rapporter. L'urine, c'est coté en bourse. Ça vaut 400 € la tonne. Donc, vous pouvez gagner de l'argent avec votre pipi, quoi. En plus, ça peut, si vous avez plus de batterie, vous pouvez charger votre téléphone avec de l'urine. Donc il y a des potentiels énergétiques
de méthane, méthanisation du compost, façonnement de compost, la chaleur, cogénération. Donc on a une potentiel énergie locale, renouvelable, puisqu'on le fait tous tout le temps. C'est non discriminant, j'aime bien ce sujet. Et ça, c'est pas très glamour du coup, et j'ai pas trop de concurrents, hein, je suis le seul qui reste. Voilà, qui parle de toilettes, bon, il y en a, hein, c'est un réseau, puis Gates s'y est intéressé, parce qu'il y a 2,5 milliards de personnes qui ont toujours pas de toilettes dans le monde, donc j'ai encore des gens à équiper. Hein. Je vais pas en manquer. Maintenant, voilà, la concurrence, c'est recycler l'eau de les toilettes. Mais on se comprend sur les valeurs communes qu'on a. Et c'est. Voilà. Après, je suis allé jusqu'à inventer une solution. C'est pour ça qu'on parle d'innovation. Ça s'appelle Collect Tech. C'est pour aller valoriser et collecter cette matière. Parce qu'aujourd'hui, les pathogènes sont dans le caca. Donc, si on les mélange au pipi, bah, du coup, on a 2 matières qui sont perdues. Il faut les séparer et donc avoir des toilettes sèches à séparation à la source. Et donc, au-delà des copeaux et de l'eau qu'on économise, on va aussi récupérer cette matière pour avoir un potentiel énergétique et une autonomie énergétique. Mais c'est pas le sujet. Pour l'eau, je donne un chiffre de plus. Un foyer, c'est 40 mètres cubes par an. Si vous voulez faire de la récupération de l'eau de pluie pour utiliser vos toilettes, il faut quand même collecter 40 mètres cubes avant. Dans une maison, ça fait un peu 40 cubes, hein. Mais bon, ça se renouvelle, hein. Ça se peut. Sur une vie, un foyer va utiliser l'équivalent d'une piscine olympique. Donc, votre piscine olympique, elle va être dédiée juste pour l'eau de vos toilettes dans une famille. 4 personnes. Voilà. Donc la solution, ça fait 5 ans et ça continue. Yaya, j'enchaîne présente plusieurs. Donc, bonjour à tous, je suis à la base ingénieur en aéronautique et mécatronique. Et aujourd'hui, on est là pour présenter la solution Juvet, qui est une solution qui a, à la base, c'est un rince-pied à économie d'eau qu'on a installé l'année dernière à Biarritz. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont aperçu sur les 4 plages, la Grande Plage, la plage des Basques, Pont-Vieux et la Mileti. Donc l'idée est venue au départ, c'est un petit peu pas le même schéma où on n'était pas forcément à l'origine de la solution. C'est Hervé Laroquette qui est venu nous voir à mon bureau d'études là où je travaille pour nous proposer l'idée. Donc il est venu un matin pour nous dire écoutez, moi j'ai une idée et que je veux m'appuyer sur un bureau d'ingénierie pour la réaliser. Donc c'est quoi? C'est un rince-pied. Bon, voilà, nous qui travaillons dans l'aéronautique, on peut dire que c'est très... bon, pourquoi pas, c'est très différent. Et donc en discutant avec lui, on voyait que l'idée quand même avait du sens. Et après tout, au départ, pour ne rien vous mentir, après tout, c'est le client, on va travailler avec lui. Donc l'idée de l'économie de l'eau n'est pas venue de suite. Mais vous allez voir que très vite elle est venue. Parce que quand on a commencé à travailler sur le sujet, bon, le modèle qu'il avait en tête initialement n'était pas forcément celui auquel on est arrivé. Mais très vite en discutant, on voyait qu'il était de bon sens d'intégrer une valeur ajoutée qui est l'économie de l'eau. Parce qu'on n'allait pas remplacer juste des boutons par d'autres boutons et puis mettre de la publicité ou autre pour se financer là-dessus. Ça n'avait aucun sens. Et puis aussi parce qu'il y avait des rencontres de personnes et des sensibilités particulières. Moi, pour la petite histoire, je suis d'origine marocaine et les problématiques de l'eau, on y est un peu plus confronté de l'autre côté de la Méditerranée, on va dire. Et c'est malheureusement bien plus vrai aujourd'hui. Donc à l'époque, en 2020-2021, quand on a commencé à travailler sur le sujet, quand on regardait en parallèle des documentaires sur Arte ou autres sur l'économie de l'eau, et quand je rentrais l'été chez moi, chez ma famille, et qu'à partir de 15h, 16h, on ouvrait le robinet et il n'y avait pas d'eau, parce que l'été on rationnait l'eau, forcément ça fait travailler, ça résonne en nous et on dit ok, déjà cette idée de travailler sur le recyclage d'eau de pluie, de travailler sur de dire c'est dommage parce que quelque part désolé pour le terme, on fait caca dans de l'eau potable, ça n'a pas de sens, alors que
d'autres personnes dans d'autres parties du monde n'ont même pas de quoi boire, ça n'a pas de sens. Donc bref, tout ça nous a amené à développer le produit dans l'idée de l'économie de l'eau. Et très vite, on s'est rendu compte de l'impact qu'on n'imaginait pas, l'importance et la dimension de l'économie qu'on avait. Parce que rien qu'en travaillant sur les solutions, et on avait un système qui n'est pas high-tech, hein, c'est vraiment repenser la solution autrement. Je vous invite à aller voir la vidéo. Il y a une vidéo de Juin sur YouTube qui matérialise la solution. Désolé, j'ai pas prévu de planche pour vous présenter le système. Mais juste en repensant les choses autrement, donc on s'est comparé par rapport à un bouton poussoir qu'on trouve en sortie de plage qui sert à la fois pour boire, pour faire boire le chien, etc. On s'est basé dessus comme référence pour calculer l'économie qu'on aura avec notre système. Rien qu'en orientant les jets sur le pied et en ségrégant, je vais parler en termes d'ingénieur, en ségrégant les fonctions, c'est-à-dire en mettant une fontaine pour la boisson et puis un jet orienté pour le rinçage de pied et un jet efficace pendant quelques secondes. En faisant ça, on s'est rendu compte qu'on économisait 80 à 90% d'eau par rapport au bouton poussoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un bouton poussoir, vous pouvez faire le test de vous-même, bien qu'ils commencent à être fermés, interdits. Quand on appuie dessus, ils sont fonctionnels pendant une dizaine ou une quinzaine de secondes et ils consomment 12 à 13 litres à la minute. Donc vous imaginez, à une utilisation, on a 2 litres de consommation. Comparé à ça avec les 5 secondes nous qu'on utilise pour rincer le pied et stopper, avec un voile d'eau qui vient rincer d'une manière efficace le pied, on arrivait à faire une économie de 90%. Pour arriver rapidement à la fin, on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'histoire. Les tests qu'on a fait cet été nous ont conforté dans ces calculs. On avait un petit électronique qui permettait de faire fonctionner le système, mais aussi de collecter l'information. Et on s'est rendu compte, déjà, l'utilisation allait au-delà de ce qu'on espérait. Et l'économie qu'on avait, on avait 1000 utilisations par jour, ce qui est énorme pour un système. Et quand on fait le calcul assez rapidement, on se rend compte qu'on a économisé par équipement à peu près 5000 litres d'eau par équipement et par jour, on va dire en saison haute, ce qui est énorme. Et très vite, vous avez compris que même économiquement, avant même de parler, enfin je dirais dans l'autre sens, vu qu'on est dans un monde économique actuel, même économiquement, le système s'autofinance. Et en fait, on arrive à lier à la fois économie de l'eau, responsabilité, pédagogie aussi, parce que quand on l'installe, les gens se posent des questions, et donc ça nous permet aussi d'introduire la démarche de sensibilisation sur l'utilisation de l'eau, de voir aussi les réticences et les idées qu'on a sur le terrain qui sont très intéressantes à prendre en compte, et puis aussi montrer que en faisant de l'économie de l'eau, je dirais que ça ne coûte pas, ça permet d'économiser sur tous les niveaux. Et aujourd'hui, on n'était pas sur cette démarche-là, sur ces démarches dans nos sociétés, parce qu'en France, l'eau, c'est une évidence, ça existe, ça ne coûte pas cher, et puis on l'utilise quand on veut. Donc la question de l'économie de l'eau, jusqu'à l'été 2022, où là on a eu une vraie sécheresse, n'existait pas, à vrai dire. Et quand on parlait au début, même nous, notre système avant 2022, quand on parlait d'un système à économie d'eau, ça n'avait pas de sens, alors que maintenant c'est une évidence. Donc voilà rapidement la présentation du système. On reviendra tout à l'heure un peu plus en détail. Merci Yaya. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre la main sur les questions. Donc si vous avez des questions à poser à Tom, Patrick et Yaya, je vous laisse les poser. Ou alors, si vous les avez posées, je vais proposer à Nadège de lancer le... Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Allez Isabelle. En fait, le but de l'H2OK aussi, c'est d'avoir certes ce système de recyclage d'eau. Là, on est en train d'en travailler sur un deuxième, plus petit, etc., qui s'adapterait mieux à une personne et une douche. On a les pommeaux de douche, on a les réservoirs WC, on a possiblement des toilettes sèches parce que c'est dans cette vision on a différents barreaux d'échelle
Le must-have, c'est les toilettes sèches parce qu'on n'utilise pas d'eau. Mais dans les hôpitaux, c'est compliqué. Donc, on va mettre des toilettes anti-fuite water flush. Et puis, si vraiment on a vraiment de la résistance au changement, on va mettre des toilettes double chasse d'eau. Et puis après, on va mettre des toilettes 12 litres comme à l'ancienne. Pour répondre à la question, oui, parfaitement. L'avantage de nos systèmes de recyclage qui s'appelle Hydraloop, c'est qu'on a deux modèles, un H300 et un H600. H300 particulier, H600 professionnel, qui se démultiplient. Aujourd'hui, je suis capable de répondre de une douche à, j'ai des projets à 250 appartements, 270 douches, et on additionne les systèmes. La seule chose, c'est j'ai besoin de récupérer que l'eau des salles de bain, donc diviser les toilettes. Dans les bâtiments collectifs, c'est souvent fait. Dans les hôtels, c'est souvent fait. Là où c'est pas fait, c'est chez le particulier. Chez le particulier, on en parlait tout à l'heure, on a un réseau. Voilà. Donc je récupère que la salle de bain et depuis mes systèmes, je renvoie un réseau vers les toilettes. Et ça, c'est toute la question aujourd'hui en France, ou dans des pays comme au Maroc ou autres. On a des doubles réseaux déjà là-bas parce qu'ils ont l'habitude, plutôt la plupart du temps. En France, on a un réseau, on envoie de l'eau partout, c'est pareil pour le robinet, pour les toilettes, etc. Et il y a des décrets, on est en train de pousser, on fait beaucoup de lobbyisme depuis 2-3 ans, pour que ça devienne obligatoire dans les constructions neuves d'avoir deux réseaux, pour mettre en avant ces zones non conventionnelles, etc. Donc oui, on s'adapte. Si canalisation dans la dalle, c'est plus compliqué. Mais on peut pas tout faire partout, malheureusement, en rénovation. Des questions autour des toilettes sèches Non, pas de questions, Nadège Problème Internet. Ah, d'accord, ça y est, ça arrive. Ah, oui. C'est moi. Pour Patrick, le système pareil avec les caravanes, est-ce que c'est un gros système que tu mets en place dans les événements et donc c'est pour plusieurs personnes ou est-ce que tu vas l'installer pour une seule maison ou une personne individuelle? Alors, je suis parti dans qui peut le plus, peut le moins, pour recevoir 300 personnes en une soirée par toilette. C'est maximum, parce que même s'il y a la queue tout le temps, on reste 2 minutes dans une toilette, donc c'est 30 personnes à l'heure. Donc ça, c'est ce que j'ai dimensionné. Ce que j'ai fait, c'est là, pareil, je commençais avec de la toilette à copeaux. Et c'était compliqué au niveau de la maintenance. Toutes les heures, il fallait sortir un sort. Il y avait 99% qui plus. On foutait partout. J'ai dit, bon, il faut dissocier les deux réseaux, que l'urine aille dans des réservoirs avec l'électricité gravitaire, mais c'était toujours mélangé et souillé. Et puis maintenant, c'est séparatiste. Mais voilà, maintenant, il y en a un tas qui se vendent pour le particulier. À Montpellier, les copeaux, en Pologne, Trobolo, sur Internet. C'est des systèmes donc à séparation pour le coup. Parce que c'est le mieux. Vu qu'on a quand même 1,5 litre de pipi par jour et 400 grammes de caca. Donc c'est beaucoup moins. Et puis on va 4 fois sur 5 pour que faire pipi aux toilettes. Donc on a ces matériels. Enfin, il faut bien se rendre compte de la dissociation de ces matériels, de ces excréments ou déchets. Qui ne sont pas des déchets pour moi, mais qui le sont quand même au lieu de la loi. Moi, j'en fais pas encore. Enfin, j'en ai fait quelques-uns, mais pas beaucoup. Disons que moi, ce que je propose, c'est une solution comme à grande échelle, parce que j'ai rajouté de la technologie, il y a des détecteurs trop pleins, il y a des pour intervenir en cas quand c'est plein, des détecteurs présents aussi pour que ça soit pour la lumière, etc. Donc il y a des choses pas justifiées parce qu'on doit être chez soi, on peut le faire. Donc je recommande plutôt de faire soi-même, mais avec les conseils que je peux apporter pour le coup, pour qu'il n'y ait pas l'odeur, qu'il n'y ait pas la vue, qu'est-ce qu'on fait de plus, comment dans l'espace qu'on a, qu'est-ce qu'on peut rajouter, ou sans faire trop de casser un mur, quoi. Moi, ma solution aujourd'hui, le bac à caca, il faut aller derrière pour le récupérer. Quand on est chez soi, on va pas un double sas, donc on va faire un bac qu'on récupère par devant. C'est un exemple. Pareil pour l'urine, ceux qui ne veulent pas la valoriser, la récupérer, on peut l'évacuer dans les eaux usées. Ça, c'est toujours une chasse de noix. C'est toujours une économie d'eau. Maintenant, l'urine, elle ne sera pas valorisable. C'est une perte d'argent. Et tu utilises quoi comme tu ne fais pas avec les copeaux? C'est quoi dedans? Les copeaux, c'est quand il y a un mélange, c'est le mélange qui macère qui crée l'odeur. Donc si on la sépare déjà, on met... alors il y a l'urine qui va se transformer en ammoniac au contact de l'air, donc ça c'est dans les 24 heures. Donc il faut qu'elle soit évacuée dans un récipient. Mais du coup, si on les sépare, il n'y a plus besoin de copeaux. Et pour évacuer l'odeur, je mets un extracteur d'air qui est solaire pour les lieux publics, qui est secteur 12 volts. Alors, je vais peut-être poser la question pour tout le monde, sans oser vouloir la poser, mais je la pose parce que ça m'interpelle.
Ça veut dire qu'il faut faire pipi d'abord et caca après? Comment ça marche? On est tous équipés de donc on a possibilité de faire à 2 endroits différents. D'accord, ok. Mais c'est vrai que toutes les évolutions, ça fait depuis 2017 seulement qu'il y a une initiative d'innovation dans les toilettes. On était assez rudimentaire, on met de l'eau, on fait tout au même endroit. L'eau, ça reste un transporteur pour les toilettes. Donc l'eau, c'est le mieux, le pire, hein, les inondations, mais on a bois, c'est vital. Et puis il y a l'eau transporteur d'oligo-éléments et puis l'eau transporteur de déchets. Donc c'est un transporteur. Voilà. Bon, l'eau des toilettes, si on la retire, il faut séparer. On a le séparateur d'urine, du coup, il est devant. Et moi, je l'ai fait évoluer pour que les filles, elles aient pas besoin de s'asseoir, qu'ils soient plus proéminents, enfin plus grands, qu'on dise mieux, plus juste. Donc du coup, quand on rentre, c'est naturel comme fonctionnement. Non, c'est pour les hommes. C'est pour que les hommes qui s'assiedent. Oui, Moi qui fais des urinoirs. Je fais des urinoirs pour hommes, mais ça c'est. Donc l'évolution elle a été sur les urinoirs hommes, les urinoirs femmes, mais il n'y avait rien qui était pour le flambeau où on puisse faire la grosse commission. Ce que j'ai innové et qui est donc. Je suis seul à le faire. Donc à Darwin, c'est pas toi. Darwin, c'est doit être à copeaux mélangé, non? Non, c'est pas toi. C'est baratin? Comme moi, quand je suis allé il y a pas mal d'années déjà. Non, c'est pas moi. Moi, ça fait 5 ans. Non, ça y est, ça a été déjà. J'ai pas inventé la poudre au niveau de la Non, je pensais que c'était. réflexion de la toilette sèche. Voilà, au Moyen-Âge, on en avait déjà. Mais voilà, le potentiel de récupération. Ouais, check le temps. Oui, C'est valorisation des urines à 400 €, c'est ça le Ouais, durée côté en bourse. recul. C'est que la valorisation de l'usage, parce que quand même dans nos urines aujourd'hui, beaucoup de gens prennent des médicaments. Et donc ce sont des urines qui sont chargées de produits toxiques et issus dans la station d'épuration. Donc comment c'est valorisé? C'est pour les phosphores, j'imagine, et d'autres usages, mais comment c'est valorisé? Comment on arrive à avoir des usages clean? Parce que si on doit arroser nos fruits et légumes dans les potagers avec des urines toxiques, Alors déjà, Résistant. dans l'urine, on n'a pas on peut être bourré à 4 grammes. L'urine reste stérile. Dans les lieux, dans les zones sauvages, faire pipi dessus sur les blessures, c'est ce qu'il faut faire pour désinfecter. Hein. Donc l'urine reste une valeur plutôt de qualité. Ce qu'on y trouve, ça reste les médicaments, c'est vrai. Pour les potentiels énergétiques, on s'en fiche. AdBlue, Total, système de Ray, donc pour faire du carburant. Pour l'électricité, on s'en fiche aussi. C'est dans le fertilisant qu'on a peut-être un souci. Donc on recommande de les stocker pendant 6 mois. Hors d'air, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit hermétique pour pas que ça se transforme en ammoniac. Et pour l'odeur, en fait, c'est une gêne plutôt olfactive, mais ça reste disponible. L'azote, on respire, non, pour le synthétisme, et on le transforme en pipi. Donc, on est déjà des fabricants de transformateurs. Donc. Et cette urine, du coup, avec l'azote, elle est épandable. Il vaut mieux le faire dans les 6 mois pour que le stocker et que justement ces résidus s'atténuent. Mais là, il y a très peu d'études encore. Il y a un gars qui fait c'est tout. Qui donc transforme avec un autre système, il met un acidifiant, donc je suis faux partenaire, je mets de l'acidifiant pour baisser le pH, ça ne se transforme pas en ammoniac, ça se stocke, ça s'entre pas, et lui il va rajouter l'antidote si on veut, avec des enzymes pour que l'azote devienne encore plus disponible pendant 6 mois il le stocke. Et il a l'ANSES, donc les autorisations de mise sur le marché, cette urine elle est vendue dans les coopératives agricoles à 1,60 € le litre. Là on est à 16 000 € la tonne. Mais c'est ça. Donc voilà, le potentiel, il est dans l'énergie. Vous faites pipi dans une bouteille, c'est au Pérou, ils ont inventé une bouteille où on fait pipi dedans, on a 45 jours d'électricité. Donc ça existe, hein. C'est bien pour les pays qui n'ont pas d'électricité. J'arrête là. Ça y est. Donc il n'y a pas tout, mais ça avance. Oui. Une question mortelle. Yes. Est-ce que votre système nécessite des compétences dans tout ce qui est plomberie, etc. Enfin, est-ce que les plombiers doivent avoir des compétences spécifiques pour installer ton système ou est-ce que c'est faisable par tous? Je peux y répondre. Hein. Je les ai installés, j'ai fait la maintenance, j'y connaissais rien du tout. C'est Plus fort. Plus fort. J'y connaissais rien du tout en électricité, en plomberie, etc. Et je me suis retrouvé la tête dedans. Tout le monde ne peut pas le faire. Par contre, un plombier standard va comprendre et comprend à 10 minutes. Souvent, je les ai au téléphone. On en parlait tout à l'heure, mais moi, j'ai des projets un peu partout en France. On est en train de voir en Suisse, on est en train de voir au Maroc, etc.
moi j'ai pas la volonté de me déplacer, de faire des milliers de kilomètres ou d'envoyer des mails qui font des milliers de kilomètres. Donc on travaille avec les plombiers des projets parce qu'ils connaissent les projets. Donc on adapte notre système A et pas l'inverse. On les sensibilise, donc ils deviennent après... Parce qu'on a cette vision du plombier qui est content quand il y a des fuites, mais ça a changé. Maintenant les plombiers ils sont heureux quand ils font de l'hydroéconomie. Et puis... donc en fait on les a 10 minutes au téléphone, ils font l'installation et on a 30 installations, on va en avoir 100 dans l'année là. On a eu un problème et demi qui s'est réglé en une heure. Il m'a rechangé la canalisation et c'était bon. Donc pour... Mathieu, Moi aussi, j'ai une question. On parle beaucoup d'empreinte carbone depuis l'excellent. C'est arrivé dans les oreilles de chacun. On parle beaucoup moins de l'empreinte eau, qui est mesurable aussi. Alors vous, les experts, est-ce que vous sauriez nous dire quelle est l'empreinte eau des Français ou, à défaut, quel est le premier levier sur lequel nous, on peut agir à titre individuel pour baisser notre empreinte eau? Je peux prendre la parole. J'ai réalisé 2-3 fiches là-dessus. Donc je ne suis pas expert sur le sujet, soyez. Si j'ai les bons chiffres en tête, l'empreinte eau, on ne parle pas de l'utilisation directe de l'eau quotidienne français, mais l'empreinte eau d'un Français est d'à peu près 4900 litres par jour. Si on la compare par rapport à une empreinte d'un centrafricain, enfin d'un Congolais, on est autour de 1800 litres, et d'un Émirati, un pays très riche mais aussi très sec, ils sont au double de nous, ils sont à 8900 et quelques. Ce qui est important à savoir, c'est que sur cette empreinte eau, la bonne partie, je pense que c'est 35 ou 37% de cette empreinte provient de la consommation de viande. Donc c'est la viande parce que la viande, et notamment la viande bovine, nécessite beaucoup d'eau pour qu'elle arrive dans notre assiette. Et ça représente la partie majeure de notre consommation. Donc c'est vrai que là on est en train de parler d'utilisation et d'économie directe de l'eau, ce qui est essentiel, mais il ne faut pas oublier que je dirais c'est pas entre guillemets la solution n'est pas que dans la technologie, elle est dans la technologie, dans les usages, dans le changement de comportement et dans l'accompagnement à la transformation, au changement des mentalités. Donc c'est vraiment sur tous les niveaux qu'on doit travailler. Il ne faut pas attendre juste une bonne technologie qui nous recycle tout et on ne change rien à ce qu'on faisait avant. Je répondais à la question? Ah oui, super. Je peux ajouter juste on a un site qui s'appelle empreinteh2o.com qui vous permet de calculer votre empreinte eau directe et indirecte. Donc voilà, c'est toute la question alimentaire, habillement, transport. Voilà, il n'y a pas que l'eau qu'on boit, évidemment. C'est un jean, c'est 10 000 litres d'eau à fabriquer et 11 000 litres pour installer. Empreinte-h2o.com. Ouais. Non, bah tu Isabelle, En un seul mot. Je voulais rajouter un truc par rapport à ce que j'ai dit, parce que je trouve que c'est moi, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément clair dessus. Et que j'ai un passage de Master dans les Européens. C'est ici le distinguo entre l'eau consommée et l'eau utilisée. Ça veut dire qu'il y a des secteurs comme une voiture utilise beaucoup, consomme beaucoup d'eau. Du coup, est rendu utilisé dans la croissance des plantes. Du coup, la voiture dans une ville naturelle. Et il y a d'autres secteurs qu'on imagine effectivement très consommateurs d'eau qui sont en fait utilisateurs d'eau et qui rejettent en fait l'eau derrière dans le milieu. Et ça, c'est aussi un distinguo qui est intéressant à avoir en tête, parce qu'en fait, c'est pas forcément les secteurs qu'on imagine comme étant les plus consommateurs d'eau qui, en fait, vraiment, quand respect la consomment. Parce que, par exemple, tout ce qui va être nucléaire, ça utilise beaucoup d'eau, mais en fait, cette eau-là, elle n'est pas consommée. Elle retourne dans le milieu derrière. Donc, en fait, moi, j'avais trouvé ça intéressant. Pourtant, je le partage. Parce qu'effectivement, souvent on parle de consommation d'eau, mais entre la consommation et l'utilisation, il y a un petit distinguo. C'était en fait un podcast qui doit être celui de Télésound. Je regarde je ne pas souvent, et c'était une drôle qui s'appelle Charlène. Décolorant.
Parce que moi, ça y est. C'est vrai que Ouais, c'était comme vraiment sur le bassin. Il y a là aussi le local, le risque. C'est celle qui a fait le livre, je sais plus comment il s'appelle, mais très bien. On recommande dans les infos, on devrait pouvoir vous donner. C'est de retenir en fait. ouais, les mots-clés. Patrick, Ouais, moi j'aime à le rappeler, et je le rappelle à des multinationales comme Suez, qui parlent de consommer, de gaspiller. Les mots sont pas bons parce que depuis 4 milliards d'années, on a la même quantité d'eau sur la planète. Hein. Elle est moins disponible, plus contaminée, mais il y a la même. On n'a pas changé la quantité d'eau, elle est partout, donc elle circule. Fake or not de Charlène. alors justement, on va basculer un peu dans le fun là, et on reviendra un petit peu avant sur quelques questions si vous en avez d'autres. On va vous proposer de jouer. Donc je passe la main à Nadège qui va vous questionner un petit peu sur vos connaissances en matière d'eau. J'avais juste juste une remarque pour rebondir sur ce que vous venez de dire. J'ai juste une remarque sur ce que vous venez de dire parce que sur l'aspect transition écologique et nouvelle énergie. Aujourd'hui, moi, de par mes autres activités, par exemple, je m'intéresse et on travaille sur le nucléaire et aussi, ce qui a beaucoup le vent en poupe en ce moment, c'est l'hydrogène. On travaille beaucoup sur l'hydrogène et on l'aborde beaucoup par la question de la nécessité de la ressource en termes de terres rares, en termes d'énergie, mais rarement en termes de ressources d'eau. Et dans cette transition, moi je trouve que la ressource d'eau dans la transition écologique est un petit peu dans l'angle caché, dans l'angle mort de la transition, et c'est un point capital. Si je vous donne juste un chiffre, aujourd'hui une centrale d'hydrogène, d'électrolyse pour générer de l'hydrogène de 200 MW, donc une grande usine, demande 250 mètres cubes d'eau à l'heure pour fonctionner. Donc vous voyez que demain, il faudra faire des choix entre boire, se doucher ou avoir de l'électricité provenant de l'hydrogène propre. Je trouve aussi pour garder ça à l'esprit que l'électrification, les énergies nouvelles, il y a toujours un impact eau qui est intéressant à garder à l'esprit. Je complète ta réponse. Lorsqu'on consomme 1 litre de pétrole, on en consomme 6 pour faire 100 km à peu près, on consomme 6 fois 18 litres d'eau pour l'extraction du pétrole et pour le raffinage du pétrole. Donc en fait la combinaison des deux, ça on ne le sait jamais. Non seulement on émet du CO2, 3 kg de CO2 par litre de carburant, mais on consomme 18 litres d'eau par litre de carburant. Et donc quand on fait le total, on extrait tous les jours 16 milliards de litres de pétrole du sol, multiplié par 18 litres d'eau, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Donc en fait, il faut nuancer l'hydrogène, les batteries, etc., en prenant tous les paramètres, l'eau, le CO2, etc. Et là, le bilan des énergies, des énergies alternatives, même si l'hydrogène est compliqué encore aujourd'hui, en termes de rendement, etc. Les batteries sont beaucoup moins, un bilan de carbone beaucoup moins élevé. Par exemple, moi j'écris beaucoup sur le sujet actuellement. Les batteries qui vont être fabriquées en Europe, c'est notamment en France dans la vallée des batteries, à Dunkerque, adossée à la plus grosse usine de recyclage d'aluminium du monde. Cette usine va consommer 0,6 kW par kilo d'aluminium. Alors que pour produire de l'aluminium masse, il faut 1000 litres d'eau et il faut 13,5 kW. Et fabriqué avec des énergies renouvelables nucléaires et non pas avec charbon en Russie ou en Chine, ça fait une empreinte écologique de kilo d'aluminium divisé par 2700. Donc il faut prendre tous les paramètres en compte, l'eau, l'énergie, le CO2, d'autres paramètres encore, et là on est dans des ordres de grandeur qui sont avec la transition écologique quand même assez radicalement inférieure aux énergies fossiles. Voilà. Ce que je vais proposer, alors après on voudrait faire 4 petits ateliers sur des thématiques. Mais avant je vais proposer à Yaya, Patrick et Tom éventuellement si vous avez des infos complémentaires à partager, pourquoi pas la suite aussi pour certains d'entre vous en termes de développement. Ça peut être intéressant de savoir à quoi vous réfléchissez pour la suite. Yaya.
Justement, par rapport au rince-pied, ce qui est prévu là dans les mois et les années à venir, c'est d'abord commercialiser le rince-pied et aussi il y a une version front-end, le front-end seul, qui sera, on aimerait la déployer dans les lieux publics et notamment dans les écoles, pour aussi avoir la partie éducation, sensibilisation dont on parle. Et donc l'idée, Copo a été créé dans ce sens, qui est une société coopérative qui sera responsable de la commercialisation et la délégation de l'éducation de la partie éducative à des associations. Donc, voilà. Et j'espère que ça fera d'autres petits et d'autres solutions. Je parle fort. Est-ce que vous m'entendez la voix derrière? Donc voilà. Et tout ça pour dire que nous, notre credo, c'est on n'apporte pas une technologie qui sera la solution. L'idée, c'est d'accompagner, d'avoir une solution qui permet l'accompagnement dans le changement des mentalités, le changement du comportement des gens et le changement de l'appréciation de l'homme. Et l'homme sage, c'est celui qui apprécie les choses avant qu'elles ne se passent. Pour la pensée philosophique. J'aime bien. Patrick? Ouais, moi je vous parle juste de. Non, complémentaire. Sur les stations d'épuration, une station d'épuration ça coûte 10 millions d'euros au Pays Basque. L'eau qu'on utilise pour de toilettes au Pays Basque, sans compter les touristes, que sont là toute l'année, ça coûte 13 millions d'euros à la collectivité, à l'aglo, de collecter d'abord cette eau, de l'extraire et de la traiter derrière. Et vu que c'est sous-dimensionné, puisque l'été il y a 10 fois plus de robinets ouverts pour les touristes, et ben c'est pour ça que ça déborde l'été, et pas l'hiver. Alors vaut mieux pas le dire, sinon les touristes partiraient et ils ne reviendraient pas. Mais pour dire que vaut mieux, et dans les normes aussi aujourd'hui au Pays Basque, notamment à Arbonne, Bidart, ils ont décidé d'interdire les nouvelles constructions. Parce que ça ferait trop déborder la station et ça évite d'en construire une nouvelle parce que ça coûte 10 millions d'euros. Bon, j'ai levé la main, je leur ai dit ce serait bien de passer à la toilette sèche aussi dans les normes d'urbanisme. On m'a dit non, c'est trop contraignant. Je pense qu'en urbanisme, vous savez qu'il y a des contraintes de pente de toit, de couleur de toilette, etc. Donc on peut aussi faire évoluer là-dedans. Voilà, 320 000 habitants au Pays Basque. C'est en volume, je l'ai noté, je crois, non, c'est 4 millions de mètres cubes. Chaud pour les tests. Qui sont nécessairement sortis du réseau pour aller faire nos besoins dedans. Merci, Patrick. Tom? Pour conclure, merci pour le mot de tout à l'heure par rapport à cette vision globale. Parce qu'il n'y a pas que l'eau, il n'y a pas que l'énergie, il y a une sensibilisation générale, etc. Et nous, c'est ce qu'on essaye beaucoup de mettre en avant, c'est que les solutions, il faut qu'elles soient simples à utiliser, simples à installer, il faut qu'elles soient confortables. Sinon, on est plus dans de l'écologie négative plus que positive. Et puis, il faut qu'il y ait un aspect rentable que Yaya a parlé un peu tout à l'heure. Parce que des fois, on va avoir des personnes qui vont ne bouger que par l'économique. Mais grâce à ça, en leur disant que c'est rentable, on va les amener vers l'écologique. Et d'autres, ça va être l'inverse. Mais avoir un cercle vertueux en pensant à toutes les externalités, c'est certainement la façon de réaliser notre transition écologique, hydrique, énergétique et tous les pics que vous souhaitez. Merci Tom. Donc je vais remercier nos 3 experts d'être venus présenter leurs solutions et nous avoir aussi apporté leur éclairage par rapport à l'eau. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de nous retrouver en 4 petits ateliers sur des thématiques très différentes, où chacun des experts va tourner également. Alors, ces ateliers sont sur des thématiques autour de l'eau, bien évidemment. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de trouver des solutions et donc des leviers d'action pour diminuer la consommation d'eau dans ces différents cas de figure. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous allez faire, ça vous servira à créer un livre blanc des solutions. Ça va vous aider à réfléchir, c'est-à-dire que là, en fait, vous avez eu des experts qui vous ont raconté effectivement ce que vous pourriez faire. Là, l'idée, c'est que vous imaginiez avec eux, puisque chaque expert va tourner avec vous, vous allez pouvoir échanger avec eux, et que vous imaginiez vraiment concrètement comment vous pourriez mettre en place des solutions
imaginez si vous êtes à chacune des places du particulier, du restaurateur, du professionnel, de la collectivité, comment vous pourriez agir. Donc c'est l'idée de passer à l'action. C'est autre chose que d'être simplement auditeur, de poser des questions, mais là c'est d'imaginer des solutions avec les experts. Donc on s'est dit qu'on allait tout rentabiliser et d'abord structurer, donc en se disant où sont les endroits où l'eau doit être obligatoirement potable et où sont les endroits où l'eau n'a pas forcément besoin d'être potable. En discutant avec Tom, on s'est rendu compte que le problème était beaucoup plus vaste étant donné qu'il y a des choses qui sont légales. Donc en termes de loi, il y a aussi des choses à respecter, qui nous, à notre échelle, on s'en rend pas du tout compte. Mais par exemple, nous, apprendre que l'eau de la douche doit forcément être potable, bon, qu'elle soit traitée pour qu'il n'y ait pas de déchets, effectivement, ok. Mais se dire oui, elle va tomber dans la bouche, donc il faut qu'elle soit potable pour pas transmettre de maladies, bon, on n'y pense pas. Donc là, on a réfléchi donc avec les filles à se dire ok, d'un côté on met tous les endroits où l'eau est obligatoirement potable et tous les endroits où c'est pas forcément utile. Et comment on va utiliser cette eau potable qui est donc souillée pour la transmettre au réseau qui n'est pas obligatoirement La douche, c'est pas potable, voilà. c'est bon. C'est pas... Et autre chose qu'on ne connaissait pas, c'était la perte d'eau au niveau des fuites. Donc dès la production, dès la construction des bâtiments, si les choses ne sont pas hyper bien faites dès le départ, ou même avec l'usure du temps tout simplement, les tuyaux peuvent s'abîmer et il y a des fuites. Donc ça pareil, c'est quelque chose, je pense que vous aussi, vous ne saviez pas forcément. Il y a une énorme perte d'eau déjà au niveau des fuites et ça c'est un problème. Solution apportée par Tom, merci Tom parce que tu nous as beaucoup éclairé sur ça. Il y a des capteurs de fuite, donc pourquoi pas installer des capteurs de fuite dès le départ dans la construction même des bâtiments pour éviter d'avoir une perte d'eau dès le départ. Donc ça c'est dans tout le processus en amont, au moment de la construction du bâtiment en lui-même. Pendant, et donc là c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on réduit la consommation d'eau, que ce soit avec des toilettes sèches, que ce soit avec un système optimisé comme celui de Tom ou de Yaya, d'utiliser donc tous les moyens possibles et imaginables pour réduire la consommation d'eau et surtout la réutiliser. Donc là, je te laisse prendre la parole parce que... Donc du coup, dans la construction, on a installé un double réseau. On récupère l'eau des salles de bain, donc douche et lavabo, pour le réseau des toilettes. On s'est dit que dans notre hôtel, il y a deux étages. Donc il y a un étage, au second, ce serait des toilettes avec récupération d'eau. Et pour le ménage également. Et le premier étage, par contre, ce serait des toilettes sèches. Ah ouais. Avec une séparation liquide-solide pour valoriser le solide. Donc en fait, le but du jeu, comme on a vu avec Aya, ce serait quand même de sensibiliser les personnes, de les amener vers cette solution en faisant un peu de pédagogie, des films, et en leur proposant de tester, d'essayer, et puis s'ils prennent cette chance, finalement, ils auraient une remise à la fin pour avoir testé cette solution. Oui, parce que tout le monde est gagne. Ce qu'on a fait aussi donc pareil pour les salles pour la salle de bain commune, les toilettes communes au niveau du restaurant, c'est pareil, il y aurait le choix d'avoir des toilettes avec récupération d'eau ou toilettes sèches pour sensibiliser les personnes. Et on aurait aussi des urinoirs pour femmes et pour hommes en toilettes sèches. Au niveau du restaurant, donc ce qu'on va faire, puisqu'on a vu avec Mathieu, notre consommation de viande en fait est notre première consommation d'eau. Donc le but serait de proposer beaucoup de menus végétariens, voire que de menus végétariens, quitte à indiquer l'empreinte eau en fait sur la carte auprès de chaque plat. Et puis on va récupérer le compost du restaurant et le caca des toilettes sèches pour faire du compost et valoriser tout ce que l'on a. Qu'est-ce qu'on a rajouté encore? Ah oui, on va réduire la consommation d'eau dans les douches et les lavabos, donc avec des systèmes de mousseurs, mais aussi des capteurs qui permettent de voir quand les mains ne sont plus là, quand on n'a plus besoin d'eau, pour que le flux d'eau s'arrête. Puisque comme nous disait hier, c'est vrai qu'à la maison, on contrôle un peu mieux ce qu'on fait, et quand on est dans un espace public, on ne consomme pas tout, on ne fait pas toujours attention.
Ah, puis, le dernier petit point, c'est aussi, on ne savait pas, on a appris avec Yayak pour les toilettes, ça consomme moins d'eau d'avoir une petite douchette pour se rincer que d'utiliser du papier toilette. Donc il y aura aussi éventuellement cette option à présenter dans le truc. Il y a autre chose? Le dernier point, du coup, c'est de sensibiliser. Une fois qu'on a tout fait en amont, avant la construction du bâtiment, pendant l'utilisation de l'hôtel et dans la vie de tous les jours. Une fois que les gens sont passés dans l'hôtel et qu'ils ont été sensibilisés à toutes ces formes-là d'impact, et de continuer à les sensibiliser. Merci. Ok, super, merci beaucoup. Ça va me soulager un peu ou pas? C'est quoi celui-là? C'est la grosse maison. La C'est la maison. grosse maison. Je sais pas où est le reste du groupe. Ton équipe est pas solidaire avec toi. Bon, donc nous on a la grosse maison. On a eu deux approches. La première où on est très direct sur la consommation d'eau et après la vision plus globale aussi, mais je crois qu'on retrouve à peu près les mêmes idées. On a scindé en deux parties, on s'est dit comment on peut préserver à la source, donc en fait consommer moins, et ensuite ce qu'on consomme, comment on le consomme mieux. Alors on a, comme je disais, on retrouve un peu les mêmes idées au niveau des toilettes, au niveau de l'eau de douche, donc les mousseurs. Je vais rester juste sur l'idée des toilettes parce qu'on s'est dit, à un moment donné, c'est intéressant aussi de prendre une échelle gain-effort. Alors l'effort, il est souvent financier déjà, mais ça peut être aussi assez basique au niveau des contraintes, donc l'odeur, l'effort à faire chez soi, ou tout simplement le changement culturel. On n'est pas toujours prêt à faire certaines choses. Et donc au niveau des toilettes, on s'est dit, on a parlé des toilettes sèches tout à l'heure, mais en fait on peut aussi beaucoup plus facilement diminuer la taille du réservoir. C'est un effort plus petit, mais le gain n'est pas le même non plus. Et donc voilà, on s'est dit que c'était intéressant. Alors on n'a pas réussi à finir, on s'était dit on numérote et puis on les place. Sinon sur les préserver à la source, on s'est dit aussi il y a tout ce qui est donc, dans le comportement humain, récupérer des bacs par exemple sous les pieds quand on nettoie les légumes. Il y a la notion aussi de fuite qu'on retrouve, l'éducation, donc des choses très simples, voilà, on en a parlé aussi tout à l'heure, mais fermer l'eau, le robinet, quand on se brosse les dents, voilà. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Les filtres sur les robinets. Les filtres sur les robinets, ouais, les mousseurs. Et puis donc avec une vision plus globale, on est arrivé aussi sur le compost. La consommation de nourriture, bon voilà, donc après on s'étale un petit peu. Et donc pour l'utilisation meilleure de l'eau, quelque chose qu'on peut faire chez soi, c'est de mettre en place un récupérateur d'eau de pluie pour tout ce qui est arrosage du jardin, l'eau de la piscine, puisqu'on a une grosse maison avec une piscine, voilà, donc ce genre d'action. Merci. Donc là, c'est l'école. L'école. On va retrouver un peu tous les thèmes qu'on vient de voir. Donc le premier levier, c'était le contrôle des fuites, notamment sur les capteurs. Un autre levier, c'était tout ce qui était alimentation, avec la réduction de la viande rouge, plutôt au profit de viande blanche que de menus végétariens. On avait aussi un levier sur les toilettes, où on maximise les urinoirs sans eau. Donc avec notamment l'utilisation de techniques particulières avec des clapets anti-retour pour éviter les odeurs. Et le troisième levier, on avait dit réduire aussi donc, tout ce qui était débit des douches et robinets avec des installations plus économes. Et puis ensuite, tout ce qui était éducation, c'était comme pour un cas.
avec animation d'atelier, intervenant extérieur, enfin, on fait une machine n'est pas chaude, là-dessus. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et enfin, le dernier groupe. Donc on est parti, nous c'est un immeuble collectif, on est parti de l'idée qu'il faut avoir en tête que chaque individu qui prend des bains consomme en moyenne 55 mètres cubes d'eau par an, et chaque individu qui prend des douches consomme 35 mètres cubes d'eau par an. Donc une fois qu'on sait ça, dans l'immeuble collectif, dans les logements, on ne va pas mettre de baignoire. On va mettre une baignoire partagée sur le toit, où il y aura un jardin partagé, où il y aura une buanderie partagée, où il y aura un chocolat, une société gastronomique partagée, et il y aura également un espace de balnéothérapie où quand on a besoin, moi j'ai besoin de prendre des bains quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid, dans lequel on partagera, il faudra nettoyer, etc. Mais bon, il faut s'organiser. On aura une baignoire et on aura une buanderie au lieu d'avoir un espace lave-linge et sèche-linge dans chaque appartement. Pour vous donner une idée, un lave-linge et un sèche-linge, il en faut 26 dans un appartement tel qu'on est en train de concevoir, et ça fait 4 mètres carrés. Et au prix de 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 euros le mètre carré, ça commence à douiller. C'est au-delà du prix de la machine à laver. Donc en fait, en ayant une buanderie partagée, ça permet de gérer une autre question, c'est la filtration des poussières de linge. Quand vous avez un sèche-linge et que vous avez un filtre, vous récupérez, et moi j'ai fait le calcul, vous récupérez un seau de poussière de linge par an et par personne. Et donc en fait, quand vous avez une buanderie partagée, vous pouvez filtrer ces poussières de linge et avoir une eau. Et là, vous pouvez utiliser de l'eau de pluie filtrée. Parce que sur un bâtiment collectif, on peut imaginer d'avoir un stockage d'eau souterrain filtré par du sable, du gravier et du charbon de bois actif. Et on envisage de récupérer jusqu'à, parce qu'il pleut ici, 1500 litres d'eau au mètre carré. Donc on envisage de récupérer 750 litres de stockage, c'est beaucoup, mais ça va permettre de quasiment à 80-90% de ne pas aller chercher de l'eau dans le réseau. Parce qu'on sait qu'il y a des périodes de l'année, d'abord quand il fait chaud, quand il y a des sécheresses, mais aussi quand il y a 3 fois plus d'habitants dans nos villages, voire 5 fois plus, eh bien on commence à manquer d'eau à Ossès, à Guétari et dans de nombreux autres endroits. On risque d'assister à des coupures d'eau. Donc récupérer de l'eau quand il y a la saison des pluies, et la stocker et la filtrer, ça permet de n'utiliser que les besoins que la loi nous permet de faire. Aujourd'hui, la loi nous permet uniquement le nettoyage des sols, le nettoyage des rues, l'arrosage des jardins et les toilettes. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, c'est la moitié à peu près de la consommation en eau. Mais on n'a besoin que de 5% de l'eau en eau totale. Donc à terme, dans d'autres pays voisins, on pourra monter jusqu'à 90-95%. Donc il faut prévoir, anticiper dans la création des bâtiments suffisamment de stockage de l'eau et de filtration naturelle et simple de l'eau de pluie. Par ailleurs, tous les appareils qu'on va pouvoir utiliser à la cuisine, à la salle de bain et ailleurs sont des appareils économes. Par exemple, essayez d'utiliser l'eau 2 fois. Quand vous utilisez l'eau des toilettes, avant vous vous lavez les mains et cette eau de lavage de mains, elle va aller dans la chasse d'eau. Donc avoir au moins un deuxième usage. Toutes les eaux grises, qui ne sont pas des eaux noires, c'est les eaux des toilettes, mais les eaux grises du lavage ou des vêtements ou de la personne peuvent être réutilisées et filtrées pour un deuxième usage. Enfin, des mousseurs, tout le monde l'a dit, des mousseurs, des économiseurs d'eau. Il y a des logements collectifs à Saint-Dié-les-Vosges où ils ont mis des temporisateurs comme dans les douches des piscines collectives. Donc en fait, vous appuyez sur le bouton toutes les 15 secondes et en fait, on s'est rendu compte que les gens prennent des douches 3 fois moins longues que quand ils ont le robinet qui coule. Et donc en fait, là, on divise par 3 la consommation en eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, j'ai oublié quelque chose. C'est déjà pas mal, non? Pour vous donner une nouvelle vision, pour vous donner une idée de ce sur quoi on travaille, on est en train de bâtir dans 2 quartiers à Saint-Pierre-du-Rouvre, un millier de logements dans les 10 ans qui viennent, répartis sur centaines par an, et avec une structure de bâtiment, qui est de 3-4 étages, plus un niveau souterrain de récupération de l'eau, l'étage des voitures, l'étage d'activité en rez-de-chaussée, ce sont des bastilles bioclimatiques passives et énergie productive. 1, 2 ou 3 étages ou 4 d'habitat, mais plutôt 3. Et le jardin s'est suspendu. Et on a une toiture qui n'est pas en verre, mais qui a un matériau 400 fois plus léger que le verre, qui s'appelle le TPFE, l'éthylfluorène tétraéthylofluorène, c'est l'utefluorène, qui est un matériau auto-nettoyant, dans lequel l'eau va glisser
va être récupéré dans le circuit souterrain et donc va être filtré par du sable, du gravier et du charbon de bois. De cette manière-là, on espère à terme avoir le droit de n'utiliser que 5 à 10% pour l'eau potable dans le réseau et 90% parce qu'il nous pleut aussi beaucoup aux Pays-Bas. C'est une manne. En fait, quand il nous tombe certains jours 50 litres d'eau au mètre carré, ça inonde on le voit, hein, la Bayonne encore la semaine dernière, ça inonde régulièrement nos villages et nos villes. Donc en fait, en récupérant cette eau, on limite les risques d'inondation. Et par contre, de cette plaie, on en fait une manne, puisqu'on va la réutiliser dans l'habitat. C'est vrai. Merci. Alors, merci, il est déjà à 13h15. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce temps avec nous. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vais laisser Mathieu. Merci. Moi aussi, j'ai une ou deux questions pour vous. Merci. Vous êtes venu chercher des experts. Est-ce que vous avez eu des experts? Pardon? Oui. Parce qu'il faut que la vidéo capte votre réponse quand même. Vous êtes venu chercher des infos. Est-ce que vous avez eu des infos? Oui. Vous êtes venu chercher des solutions. Est-ce que vous avez eu des solutions? Oui. Bon, vous êtes passé. L'émotion. Vous êtes venu passer un bon moment. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Bon, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Il y a toute une équipe chez HBN qui s'est occupée de ça. C'est évidemment pas mal de travail. Je ne sais pas si ça paraît l'être, mais c'est quelques semaines de réflexion. Il faut trouver un lieu, il faut trouver des experts, il faut trouver des questions, rédiger la quiz, etc. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on applaudisse l'équipe des 17. C'était seulement le deuxième rendez-vous comme celui-ci. Donc, on est en train de créer ce concept-là et de peaufiner. On aura donc des rendez-vous du 17, presque tous les 17 du mois. Un grand merci aussi à nos experts qui ont fait le déplacement. Voilà le type de personnes qui au quotidien, Vianney aussi qui s'est présenté rapidement, portent des solutions pour notre bien commun qui est l'environnement.